Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aussi aujourd'hui avec nous Magali Semama. Magali, bonjour. Bonjour Shlomi, bonjour à tous. Alors Magali, tu es coach en neurosciences à l'INA. On a fait donc la même formation. Exactement. Dans l'Institut des neurosciences appliquées. Tu es master coach également. Et puis tu t'es également spécialisé dans les troubles de l'attention, ce qu'on appelle communément le TDAH ou TDA. Et ce sera l'objet de notre émission, les troubles de l'attention chez l'enfant. C'est ta spécialisation, sa spécialité. Mais je vais te demander de te présenter quelques minutes à nos auditeurs et auditrices. Et puis, on va entamer tout de suite le vif du sujet de cette émission. Alors, déjà, merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être là, surtout qu'hier, c'était la deuxième journée de sensibilisation au TDAH. Donc, moi, je m'appelle Magali Semama. Je suis, comme tu l'as dit, coach en développement personnel. Et je suis maman de 3 enfants de 23, 20 et 14 ans qui ont une spécificité, justement. Ils ont un TDAH. Donc, comme tu disais, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On peut entendre aussi TADA, plus récemment. Donc, pour cette raison, j'ai décidé de me former plus spécifiquement sur le TDAH, même si j'ai une formation de coaching classique, parce que ce sujet m'impacte personnellement et me passionne depuis le temps que je fais des recherches dessus. Donc, pour me présenter un peu plus, donc moi, je viens pas du tout de ce milieu. J'étais dans l'entrepreneuriat pendant une vingtaine d'années et on va dire que tous les jours, à 4h30, je partais pour aider mes enfants à travailler. Donc, à un moment donné, quand j'ai eu un changement de vie personnel et que j'ai décidé de changer d'activité, j'ai pas vraiment hésité parce que j'avais envie d'aider les parents qui pouvaient avoir des enfants qui avaient des troubles. Comme j'avais trouvé certaines solutions. Donc, au début, je renseignais. J'avais des d'amis qui m'appelaient pour leurs enfants. Je donnais des renseignements. Après, j'ai fait un blog sur le TDAH. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, je vais aider les parents, mais il me faut une formation, les bases en tout cas. Donc, j'ai fait l'INA. Je me suis formée au coaching classique. Ça a été une révélation parce que je me suis rendu compte que j'adorais le développement personnel. Et après, j'ai fait, une fois que j'avais les bases de la pyramide, j'ai fait des formations sur le TDAH. Et donc, je me suis mise à accompagner les parents d'enfants qui avaient des troubles, mais aussi les adultes, aussi bien en développement personnel que les adultes TDAH, avec des formations. J'ai fait des formations spécifiques sur ce trouble. Donc, finalement, pour aider les gens, TDAH ou pas, et les enfants à développer leur potentiel, finalement. Donc tu t'es bien formé pour être très très outillé. C'est ça. Surtout sur les enfants, plus que les adultes, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'accompagne pas les enfants, j'accompagne que les parents. C'est-à-dire que je fais des guidances parentales pour aider les parents à comprendre ce trouble. Il y a différentes guidances. Je vois jamais les enfants. Enfin, je les vois passer de temps en temps derrière les écrans quand ils sont en retard à l'école. Mais c'est plus en modifiant le comportement des parents, l'interaction avec les enfants va changer. Donc, en fait, moi, je vois pas les... Ça peut m'arriver de voir les enfants, puisque je fais aussi de l'EFT. Que tu connais. Oui, on a fait la même formation. Voilà, c'est ça. Donc l'EFT, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est les Emotional Freedom Techniques, ce sont les techniques de liberté émotionnelle, libération émotionnelle, et qui permettent de pouvoir calmer immédiatement quelqu'un. C'est très, très efficace. Donc, bien sûr, toutes ces formations sont aidantes pour pouvoir aider les gens à calmer leurs émotions de détresse, finalement, par rapport à des enfants qui sont très, très, très difficiles à manager. C'est ça. Et c'est pour ça que j'avais fait l'INA, parce qu'à l'époque, je n'étais pas très, très à l'aise avec mes émotions. Avec les émotions, je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Donc, c'était indispensable que je fasse une formation. Et du coup, ça m'a tellement intéressée que j'ai fait après l'EFT, etc. Parce que c'est vrai que quand on a des enfants qui ont des troubles, il y a beaucoup d'émotions, c'est compliqué. Et ce qu'il faut dire, c'est que le TDAH, en fait, ça vient pas des parents qui s'occupent pas de leurs enfants, qui sont laxistes. C'est un trouble. Oui, c'est un trouble neurologique. C'est un trouble du neurodéveloppement. Et donc, en général, ça vient avant 7 ans. Et ça combine 3 caractéristiques, l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Donc, ça touche environ 6% des enfants et 3% des adultes, parce que ça continue à l'âge adulte.
Mais juste, il y a cette différence parce qu'on peut s'accommoder, trouver des solutions, d'où l'intérêt du coaching finalement, et de gérer les émotions, etc. C'est pour ça qu'en fait, j'ai complété mes formations pour pouvoir mieux accompagner les parents et les adultes qui sont TDAH ou pas finalement. C'est ça, et donc tu les accompagnes. Alors techniquement, tu les accompagnes en Zoom, c'est ça ou pas forcément. Pas forcément. J'ai un cabinet dans le 16e maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Zoom. À cause du Covid, ça s'est mis en place comme ça alors, c'est-à-dire que j'ai lancé mon activité et une semaine après, c'est le Covid, la première vague. Voilà. Donc du coup, ça a eu l'intérêt de me former au Zoom. Que je ne connaissais pas super bien. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup de parents qui continuent en Zoom parce que tu peux avoir le père d'un côté, la mère des deux. En général, c'est les deux parents. Donc, ça peut être entre midi et 2, aux heures de bureau. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal de faire en Zoom. Et le fait qu'il y ait un écran, finalement, ça pose pas vraiment de problème. Alors, comment je les accompagne? En fait, il y a différentes guidances parentales spécifiques. Une qui s'appelle le programme Barclay, qui a été mise au point il y a un petit moment par justement le professeur Barclay. En fait, c'est pour mieux comprendre son enfant. C'est aussi de la psychoéducation. C'est des méthodes d'apprentissage différentes. C'est aussi c'est des parents qui n'ont pas forcément les outils, qui peuvent être en burn-out parental. C'est aussi pour ça que je me suis rajouté une formation sur le burn-out parental. Et donc, alors, c'est quoi le burn-out parental? Alors, le Juste pour faire la petite parenthèse, mais c'est intéressant. Alors, le burn-out parental, c'est vrai que c'était un sujet... avant, on n'en parlait pas du tout. C'était un sujet un peu tabou. Parce que autant un burn-out, OK, c'est compréhensible, mais un burn-out de tes enfants, c'était un peu tabou. Donc, c'est en fait des situations où les enfants sont... un peu difficile. Il peut y avoir de l'impulsivité, de l'hyperactivité. Et en fait, c'est tellement compliqué que les parents sont dans des situations où ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent dans un mode automatique, en robot, mais il n'y a plus de temps de qualité passé. Ils n'ont plus envie de rien faire avec leurs enfants. Ils n'arrivent plus à passer du temps de qualité. Et c'est vrai que les parents qui viennent me voir, souvent 1 sur 2 est en burn-out, ou un vient d'en sortir et l'autre rentre. Donc, c'est important de s'en rendre compte pour pouvoir les aider. Et là, c'est vrai que le coaching classique m'aide aussi beaucoup par rapport aux émotions, etc. Pour qu'ils puissent sortir du burn-out, pour en même temps avoir les ressources nécessaires. Parce que le burn-out parental, en fait, il n'y a plus les ressources, en fait, comme un burn-out. Mais ça concerne les enfants. Et c'est vrai que ça peut être mal vu parce que les gens extérieurs ne sont pas dans la situation des parents et ne comprennent pas comment tu peux en arriver là. Donc, en fait... je voudrais... Oui, vas-y. Non, donc, en fait, c'est ça. C'est des outils pour... mieux comprendre son enfant, réussir à passer du temps de qualité avec lui. Il y a deux guidances parentales différentes. Une qui est plus pour les parents d'enfants avec des comportements tyranniques, où on apprend finalement à se centrer sur soi, à gérer ses émotions. Parce que les enfants qui ont des TDAH, souvent il y a une dysrégulation émotionnelle. Donc si le parent n'arrive pas à se contrôler, ça fait des escalades de violence, etc. Alors je voudrais faire une précision qui est importante. Pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut faire une différence entre un enfant agité, turbulent et le TDAH. C'est pas la même chose du tout. Personnellement, je vois et je reçois des enfants agités qui ont un peu un manque de concentration sur eux, etc., et qui on va leur donner des techniques de concentration. Et puis, je reçois aussi des enfants qui sont en TDAH. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. C'est sûr, c'est bien que tu le relèves parce que le TDAH, en fait, c'est un trouble neurologique. C'est vraiment un trouble neurologique. Et je vois... des fois, je pose des questions et les réponses sont tout à fait à côté de la plaque, où les actions sont totalement distordues par rapport à la demande qui a été faite. C'est ça. Parce qu'un enfant agité, il va répondre normalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es agité que tu es TDAH. Ouais. Et en fait, pour imager le TDAH, il y a 2 façons de l'imager. En fait, le docteur Brown disait qu'en fait, le cerveau, c'est comme un orchestre. Et en fait, il y a les musiciens qui sont là, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, les idées, les pensées, tout ça. Et le problème, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a les bons musiciens, mais le chef d'orchestre est complètement désorganisé. Donc, s'il est désorganisé, c'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Ou tu imagines, tu es à un carrefour, tu es en voiture, en fait, il n'y a pas de feu. Donc, en fait, l'enfant ou l'adulte, tout ce qu'il ressent, s'il est contrarié, s'il entend un petit bruit, s'il a faim, donc, en fait, tout arrive en même temps et il n'y a pas un ordre. D'où l'histoire de la médication.
Ça permet, ça je ne vais pas vraiment donner mon avis là-dessus parce que ça c'est très personnel, mais en fait ça permet de recapturer les bonnes informations et de les diriger au bon endroit sans déperdition. Après, on veut ou on veut pas, voilà. Mais c'est important quand même d'en parler, même si c'est très personnel. Tu as le droit d'avoir ton avis personnel. Hein, on est là pour justement en parler. Et est-ce que c'est vrai que c'est pas que systématiquement on voit des psychiatres ou des médecins qui vont donner des médicaments parce que par habitude de formation, ils vont donner des médicaments parce qu'ils ne s'occupent pas en soi de l'enfant. Mais c'est vrai qu'on peut éviter ces médicaments quand on peut les éviter. Et des fois, on ne peut pas les éviter. C'est ça. Quel est ton avis là-dessus? Alors, mon avis là-dessus, parce qu'on me demande beaucoup mon avis. Donc, moi, j'étais contre, personnellement, en tant que maman. Donc, jusqu'à 14 ans, mes enfants, les 3 ont un TDAH. Donc, j'ai pas voulu essayer jusqu'à ce que mon fils ait 14 ans. Puis un jour, je me suis dit, bon, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, je vais essayer. Ça n'a pas fonctionné sur lui. Mais il y a beaucoup de parents que j'accompagne dont les enfants sont sous traitement. Et ça fonctionne. Donc, mon avis, c'est qu'en fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Voilà. Il n'y a pas d'accoutumance, c'est-à-dire t'essayes, ça marche pas, t'arrêtes, c'est pas grave. Mais dans certains cas, ça peut être très intéressant, c'est-à-dire que si les effets positifs sont supérieurs aux effets secondaires, c'est intéressant. Par contre, s'il y a trop d'effets secondaires, alors on peut arrêter. Mais il n'y a pas d'accoutumance, donc j'ai complètement changé d'avis là-dessus. Je pense que à part d'essayer, on peut pas savoir si ça marche ou pas. Et si ça marche, ça peut être très intéressant. C'est vrai qu'en France, on est très frileux avec ça. Il y a plein de pays où ils le font. Trop parfois, oui. Mais il y a des pays où ils le font et on n'a pas l'impression de droguer son enfant. En France, c'est un peu compliqué avec la Ritaline. Mais c'est quoi les effets secondaires que tu as remarqués? 2 notables, ça peut couper l'appétit et ça peut empêcher de dormir. Alors, couper l'appétit, il y a des courbes de croissance pour vérifier que ça ne coupe pas trop l'appétit. Et empêcher de dormir, il y a de la mélatonine, par exemple. Il y a des façons de contrer. Maintenant, si c'est trop, on peut arrêter. C'est pas grave. Mais c'est ça, il y a aussi un dosage. Voilà, en fonction du poids, etc. Il y a un dosage. Oui. Ça me rappelle l'histoire d'un enfant qui était hyper agité, TDAH ou pas, enfin, avait diagnostiqué, et son prof, le maître à l'école, avait demandé aux parents qu'il lui donne la Ritaline, un médicament en tout cas, pour le calmer. Les parents étaient un peu récalcitrants, mais bon, finalement, ils ont accepté. Et puis, 1 mois plus tard, ils vont voir le prof en réunion et il dit « Ah, vraiment, votre fils, il s'est calmé, il est bien, c'est génial, vous avez bien travaillé. » Et puis, les parents étaient aussi contents. Et puis, ils vont parler à l'enfant et ils disent « Ah, tu sais... vraiment, c'est bien, le prof, il est content de toi et tout, que tu prends bien tes médicaments, parce qu'en fait, il lui a donné le médicament à prendre à l'école quand il est arrivé. Et il dit, oui, c'est vrai, mais sauf que le médicament, je le mets dans la tasse à café du prof. Quoi. Je la sentais bien, je la sentais bien l'histoire. C'est lui qui s'est calmé, finalement. Voilà, c'est ça. Calmé. C'est pas ça, en fait. C'est vrai ce que tu dis, parce que encore la semaine dernière, j'ai une amie qui m'a appelée pour me dire, voilà, j'ai la prof qui m'a dit qu'il fallait que je donne la Ritaline à mon fils. Parce qu'il y a des profs qui se permettent de dire ça. Oui, en fait. bien sûr, en fait, c'est extraordinaire. Les profs, c'est des profs, c'est pas des docteurs, en fait. Ouais. Le problème de la Ritaline, c'est que, bon, il y a des parents qui veulent pas, et c'est OK. On n'est pas obligé de donner des médicaments à son enfant pour le faire rentrer dans le moule. Ça peut aider, mais si tu veux pas, tu veux pas. Exactement. Et il faut vraiment diagnostiquer, moi j'insiste beaucoup sur ce point-là, entre la différence entre un enfant agité et un TDAH. C'est ça. Parce que ça change tout. C'est ça, parce que c'est incontrôlable, aussi bien les adultes que les enfants, parce qu'il y a de l'impulsivité. Alors c'est de l'impulsivité, il y a de l'agitation, et à l'âge adulte, ça se transforme en agitation interne. Donc en fait, ça s'appelle de l'autostimulation, je crois, c'est-à-dire bouger la jambe, toucher les cheveux, parce qu'on arrive à se contrôler. Ouais. Il y a aussi de l'impulsivité, parce que t'as envie de dire quelque chose, tu peux pas t'en empêcher. Il y a aussi de l'inattention, et le troisième, c'est l'hyperactivité. Et quand on est hyperactif, en fait, ça sert à rien de dire à la personne de se calmer. Tu peux pas, en fait, c'est comme ça, c'est plus fort que toi. C'est ça. Bon, nous, en tout cas, on va passer une petite pause musicale pour calmer l'ambiance très excitée qu'il y a ici. En tout cas, merci beaucoup. On va passer à une pause musicale et on revient tout de suite. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Magali Semama sur le TDAH, donc les troubles du comportement et de
trouble du déficit Du de déficit, l'attention. voilà, de l'attention, c'est moi qui suis troublé dans mon attention et ma concentration. Donc, Magali, tu parlais de la guidance parentale, et puisque tu t'es spécialisé là-dedans pour aider, accompagner les parents à aider leurs enfants. Alors, c'est souvent, ça peut être dans la fratrie ou pas. Alors, c'est bien que tu le dis, justement, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ok. Il y a deux choses. Oui, c'est très héréditaire. J'avais oublié de le préciser. Héréditaire. Ah ouais, c'est héréditaire. Héréditaire. Alors, on n'a pas encore, les chercheurs n'ont pas encore trouvé de gène, mais c'est très héréditaire. C'est-à-dire que des parents qui viennent me voir avec un enfant qui est TDAH, souvent, je me rends compte que l'un des deux est TDAH et ne le sait pas. Donc, tout de suite, je parle d'hérédité, parce que si tu as un enfant qui est TDAH et toi, tu l'es aussi, il va y avoir des petits points. Il va y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir plein de choses aussi qui fait que les relations peuvent être un peu plus conflictuelles. Donc, il faut faire attention avec qui on se marie, finalement. C'est ça. Mais d'un autre côté, quand tu es marié avec quelqu'un qui est TDAH, du coup, ben, tu t'ennuies jamais. Ah oui, ok, c'est une Voilà. bonne nouvelle. C'est ça. Mon ex-mari est TDAH, c'est vrai que je m'ennuyais pas. Ah, ok. Voilà. Donc, ce qui est important aussi de préciser, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent que TDAH, ça rime avec hyperactivité. Et alors non, on n'est pas. Il y a le H en fait. Donc en fait, on peut être TDA, c'est-à-dire être dans la lune, ressentir de l'agitation interne, mais ne pas être agité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui sont comme ça. Donc, c'est pour ça que 55% des adultes diagnostiqués sont des femmes. Parce qu'elles se conforment plus à ce qu'on attend d'elles, il y a plus de calme, etc. Elles sont plus dans leur bulle, donc on passe à côté. Et par rapport à ce que tu me posais comme question sur les guidances parentales, oui, souvent, il peut y en avoir 2 dans la fratrie, ou 3. Voilà, moi, il y en a 3. Parce que toi-même, tu as été TDA. Non. Ou pas? Ah non, toi non. Non, parce que comme les 3 l'étaient, je me suis dit, bon, je vais peut-être me faire tester. Et en fait, je me suis fait tester. Et non, je ne suis pas TDA ni ok, TDAH. Voilà. Donc, ils ont tout pris du papa. Et quoi. voilà, c'est ça. Il est déjà C'est très sa content. faute. Hein. C'est sa faute, c'est de sa faute. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est vrai que souvent, il y en a 2 ou 3. Après, il n'y a pas que du TDAH, il y a des troubles associés. Ça veut dire, ça s'appelle c'est pas très joli, ça s'appelle des comorbidités, c'est-à-dire de l'anxiété, des troubles de l'opposition, des tox. Enfin, il peut y avoir autre chose, de l'anxiété de séparation. Et par rapport aux différentes guidances parentales, il y en a. La première, c'est celle dont je te parlais tout à l'heure, la Barclay. La deuxième, c'est une qui s'appelle la résistance non violente. Je me suis formée il y a à peu près 1 an et demi. C'est pour les parents d'enfants avec comportement tyrannique. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que si les enfants sont tyranniques, c'est pas, je répète encore, c'est pas que les parents les ont mal élevés ou qu'ils sont trop laxistes, c'est parce qu'il y a des troubles derrière. Un enfant qui est tyrannique, il y a des troubles du TDAH, troubles de l'opposition, ça peut être des enfants HPI aussi. Il y a différentes choses qui font qu'ils deviennent tyranniques. Et en fait, c'est des méthodes pour réussir à se contrôler soi-même. Parce que, comme je te le disais, ça peut être héréditaire. Donc, si toi, tu ne te contrôles pas, ça peut partir vite dans les conflits. C'est apprendre à comprendre les crises, comment ça se produit, les différents types d'escalade, aussi une certaine cohérence parentale. C'est finalement rétablir une dynamique familiale positive, parce que le problème, c'est que quand il y a dans les familles où il y a des enfants TDAH ou des enfants TOP, il y a beaucoup plus de séparation. Ça, il y a des études qui ont été faites. Il y a beaucoup plus. Les conflits, ça se répercute sur le couple. Donc, c'est pour ça aussi que tout ce qui est coaching classique, ça m'a beaucoup aidé. Parce que finalement, il y a les guidances parentales d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi la gestion des émotions, d'autres choses pendant les guidances parentales qui interviennent pour aider le couple aussi. Bien sûr. Qui prennent du temps pour eux. Parce que c'est pas facile, mais c'est important aussi. C'est aussi rétablir... il y a une inversion avec les enfants qui ont un comportement tyrannique. Il y a une inversion de la hiérarchie familiale. C'est aussi reprendre sa place. C'est ça, parce qu'eux, c'est plus que l'enfant roi, quoi. C'est l'enfant tyran, carrément. C'est ça. Et donc, c'est une diminution du stress, parce qu'ils sont aussi très stressés, parce qu'il y a des parents qui ont du mal à rentrer chez eux parce qu'ils savent qu'il va y avoir des conflits, etc. C'est des situations quand même qui vont loin, c'est-à-dire c'est des enfants qui peuvent bousculer, il peut y avoir de la violence physique, verbale. Donc c'est finalement c'est assez basé sur le silence, cette guidance parentale. Mais c'est pas un silence de soumission, c'est un silence de présence, c'est un silence... s'il y a un enfant qui provoque et qu'il n'y a rien en face, ça s'arrête. Mais c'est pas facile de réussir à se contrôler. C'est pas facile. Il faut beaucoup de patience, voilà. Et beaucoup d'amour. Exactement. Et beaucoup d'amour. Moi, je reçois des parents en ce moment avec un enfant comme ça, et je vois énormément d'amour et de patience chez eux.
Et je leur tire mon chapeau, franchement, parce que c'est pas évident. C'est pas facile du tout, du tout. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de déculpabiliser, parce que quand il y a des personnes extérieures qui comprennent pas la situation, qui comprennent pas les troubles, etc., et qui disent, oui, moi, ça serait mon enfant, je lui mettrais 2 claques et ça irait mieux, t'es trop ci, t'es trop ça. Mais ça arrive souvent. Oui. En fait, les parents arrivent déjà, ils sont en burn-out. Et en plus, ils sont culpabilisés parce qu'on leur dit que c'est des mauvais parents. Donc, c'est important de déculpabiliser finalement. Donc c'est aussi un peu mon job. Bien sûr, mais c'est un travail important. C'est très important de faire ça. Et tu as une très, très bonne approche. Après, tu es bien formé pour faire ça. Puis tu as l'expérience. Voilà, c'est-à-dire que je suis pas que formée parce qu'il y a certaines choses que j'ai déjà vécues. Donc, c'est pas juste un programme comme ça, c'est un programme adapté, mais aussi je peux comprendre certaines choses qu'ils vivent. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait, parce que je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai eu des formations pour ça. Évidemment qu'on peut pas coacher des parents juste avec l'expérience, ça suffit pas. Il faut des guidances, mais le fait de comprendre, je pense que ça aide. Et le fait de savoir que j'ai 3 enfants TDAH, ça rassure un peu les parents quand même. Oui, il faut avoir les outils appropriés. Est-ce que le public, en général, ne comprend pas quand on parle de coaching? Peut-être ça se démocratise un peu plus à présent, mais ce que le public ne sait pas, et donc il y a une incompréhension, c'est que le coaching donne des outils fabuleux d'accompagnement et de résolution de problèmes dont on n'imagine même pas que ces problèmes peuvent être résolus. Et ça change tout dans la vie, beaucoup plus qu'une séance de psychothérapie classique qui va pas amener une résolution très rapide dans le problème, tu vois. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que psychothérapie, oui, c'est vrai que c'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais parfois, c'est vrai que quand je fais pas des guidances parentales, mais je fais du coaching d'adultes TDAH ou coaching classique finalement, parfois tu sais, tu poses une question et en fait la personne réfléchit et dit ouais, c'est une bonne question ça. Et en fait, le fait même soi-même de se faire, parce que voilà, quand j'ai été coach, je me suis fait coacher, c'est logique. Oui. Voilà. Et donc le fait parfois de poser des questions auxquelles tu n'aurais pas pensé et ça permet de résoudre des problèmes. Donc on s'auto-coachait entre nous pendant cette formation de coaching d'adultes TDAH. Et en fait, c'était pas mal de s'auto-coacher même si on est déjà coach en fait. Bien sûr, ça apporte énormément. Et puis après, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'apporter une résolution aux problèmes que l'on a. Et dans le cadre des parents qui ont ces enfants qui leur pompent toute leur énergie et toute leur vie, au détriment aussi des autres frères et sœurs qui, eux, ne sont pas TDAH, c'est extrêmement difficile. Concrètement, est-ce que tu peux peut-être nous raconter une petite anecdote sur justement des histoires d'enfants comme ça qui sont incontrôlables et comment est-ce qu'on arrive à les contrôler via les parents, justement je pensais des gens que j'avais accompagnés dont le fils était déscolarisé. Oui, ça aussi, c'est un problème à l'école aussi. C'est un problème à l'école, il était déscolarisé. Et en fait, comment dire, il y avait beaucoup de conflits. Parce que la maman aussi était TDAH. Donc tout ce qui était impulsivité, tout c'était compliqué. Quand il lui parlait mal, elle lui répondait, etc. Ça montait en conflit. Et en fait, le fait de réussir à se contrôler, parce que je persiste que c'est pas facile. Il y avait moins de conflits. Après, tu sais, il y a une des étapes où il y a une déclaration, en fait, où on déclare à son enfant qu'on l'aime, qu'on veut l'aider, mais qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et en fait, ils avaient un peu pas peur de lui lire la déclaration, mais les parents sont toujours un peu inquiets pour savoir comment l'enfant va le prendre et tout. Et finalement, il l'avait bien pris. Et ce qu'il avait retenu, c'est qu'ils avaient dit qu'ils l'aimaient. Et les relations s'étaient améliorées. Parce que, comment dire, les parents arrivaient à se contrôler. C'est-à-dire, c'était une éducation, ils avaient reçu une éducation un peu un peu à l'ancienne, mais c'est l'éducation qu'on a reçue. C'est-à-dire, c'est le père ou la mère qui commande, et puis les enfants, c'est à l'ancienne. Et finalement, ils n'avaient pas envie de changer, mais ils avaient compris qu'il fallait changer parce qu'il n'y avait pas le choix. Et le fait de changer, il y a eu une interaction qui était différente, positive, moins de bousculade. C'est-à-dire que quand il pouvait y avoir des conflits, le père, par exemple, essayait d'aller dans un autre endroit parce qu'il sentait que... Il allait exploser. Voilà, c'est ça. Et tout ce qui est sous enfin, il y a 3 devises. Une en particulier, c'est il faut battre le fer quand il est froid.
justement. Donc, quand tu es sous le coup de l'émotion, c'est pas possible. Bien Tu sûr. changes de pièce et tu fais autre chose. Et donc, il m'avait dit que les relations s'étaient améliorées, que le fait de comprendre que les enfants n'étaient pas désobéissants juste par plaisir, mais parce que ils étaient inattentifs, qu'il fallait aller à côté pour leur parler. En fait, un ensemble de choses qui faisaient que les relations s'étaient améliorées parce que les parents avaient pris sur eux. Parce que, si tu veux, dans le TDAH, il y a une dysrégulation émotionnelle. Nous, quand on ressent une émotion et qu'on n'a pas de trouble, au fur et à mesure, il y a des émotions, elles s'évacuent. Et en fait, chez les enfants et les adultes TDAH, il n'y a pas ça. Les émotions, elles s'empilent les unes sur les autres toute la journée et elles ne s'évacuent pas. Et donc, à la fin de la journée, on arrive et on peut décompenser à la maison ou on est rempli d'émotions. Et c'est important de le savoir et on ne le sait pas forcément. Et le fait de mieux comprendre son mode de fonctionnement, ça aide finalement à améliorer les relations. Et qu'est-ce que tu conseilles pour justement extraire ou en tout cas extirper de soi, exprimer ses émotions pour un enfant qui est dans cet état-là? Le problème, c'est que les enfants, justement, ou les ados ont du mal à contrôler leurs émotions. Donc, s'ils sont dans un état où ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, c'est aux parents de les contrôler. Ça veut dire de se concentrer, eux, sur ce qu'ils ressentent. De dire à l'enfant qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions à lui, ses émotions à lui, mais qu'ils peuvent contrôler les leurs. Moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est en fait, comme ils sont trop jeunes pour se contrôler, c'est aux parents de se contrôler. C'est-à-dire, il y a des listes de choses assez drôles, finalement, à faire quand on est très énervé. Du genre, prendre un bonbon, tu sais, les bonbons très, très forts. Ah oui. Mais ça marche, en fait. Ça a été mis au point par des psychologues. Okay. Et le fait de prendre un bonbon très fort, ça fait switcher. De se mettre de l'eau froide sur les avant-bras, de pousser des murs. Il y a des choses à faire. Mais plus les parents qui doivent les faire. C'est ça. Alors, je me donne une petite liste de choses à faire. Alors bon, moi j'ai enlevé de ma liste certaines que je trouvais un peu trop violentes, du genre manger du wasabi, manger du piment, ça j'ai trouvé que c'était trop violent. Pourtant c'était dans la liste. Hein. Ouais. Je sais pas si t'es très très énervé, bon déjà changer de pièce. Par exemple, s'il fait froid et que t'es très énervé, tu peux ouvrir la fenêtre et bon, moi, j'ai pas TDAH, mais ça m'est déjà arrivé d'être très énervée. Donc, dans ces cas-là, j'ai ouvert la fenêtre, je me suis pris un shoot de froid et ça m'a calmé. Ouais. Non, il y a des choses à faire pour switcher, en fait. Bien sûr. Voilà. Il faut changer tout de suite d'atmosphère intérieure, de météo intérieure, comme on dit, donc pour changer ça. Et est-ce que tu gères aussi, parce qu'on l'a légèrement effleuré, le problème des écoles et donc des enseignants, de l'école elle-même, de la direction de l'école qui est dans l'incompréhension totale de ce qui se passe, quoi. Alors, c'est pas encore, je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que j'ai quelques écoles qui m'ont contactée, mais c'est des écoles particulières, c'est-à-dire c'est des écoles où les directeurs reçoivent beaucoup d'enfants TDAH qui ont des troubles, etc. Et ils voulaient faire par exemple une soirée sur le TDAH, mais j'ai pas encore d'école qui m'a contacté pour ça, mais c'est en projet. J'aimerais bien intervenir pour expliquer, parce que le problème, c'est que les enseignants, ils sont pas formés à ça. Ils n'ont pas de... Pas du tout. Ils ne sont pas formés à ça du tout. Ni les enseignants, ni la direction, ni personne. Et du coup, c'est dommage, parce que le problème, c'est que les enfants TDAH passent pour des cancres, etc. Il y en a quand même 2 ou 3 par classe, alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. C'est juste qu'ils ont un mode de fonctionnement différent. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer sur le trouble et aussi c'est pour ça que cette journée de sensibilisation, elle est très importante parce que ça sensibilise aussi les pouvoirs publics sur la condition des parents. D'ailleurs, demain, je réponds à un interview d'un futur docteur qui fait sa thèse sur le TDAH et sur les conditions des parents parce que c'est pas facile quand même. Ah, magnifique. Donc, c'est un bon entraînement pour toi d'être ici. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Eh bien, on va revenir sur ce sujet juste après notre petite pause musicale. Merci beaucoup, Magali. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Magali Semama, spécialiste des troubles du TDAH. Merci beaucoup d'être avec nous, Magali, pour cette émission. Et on parlait des enfants qui sont à l'école, où il y a une incompréhension totale des enseignants parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, parce qu'ils ne sont pas sociables non plus avec leurs camarades de classe. Et ils ont aussi des mauvaises notes. Donc, ce sont des enfants qui sont difficiles à gérer pour les enseignants, qui ne sont pas formés pour. C'est pas leur faute non plus, mais quelque part, ils ne comprennent pas non plus le mode de fonctionnement de cet enfant.
Et ce qui se retrouve sur les bulletins, tu me le disais, c'est... Oui, je te disais que moi, par exemple, mes enfants qui avaient un TDAH, à chaque fois, j'allais expliquer aux profs. Bon, j'avais mis en place quelque chose qui s'appelle un PAP ou un PPRE, c'est pour les aider, pour qu'ils aient du temps supplémentaire ou des questions en moins. Et donc, j'expliquais. D'ailleurs, j'avais la réputation d'être très fatigante. Quelqu'un me l'avait dit une fois. Et en fait, j'expliquais qu'ils avaient un trouble de l'attention. Et sur les bulletins, il y avait systématiquement noté « doit faire des efforts de concentration ». Mais en fait, il a un trouble de l'attention. Mais en fait, il ne comprenait pas. Donc, c'est pour ça, ça serait intéressant, et je sais qu'il y a des organismes qui le font, d'aller faire des conférences dans les écoles pour expliquer aux professeurs, parce qu'en fait, il n'y a pas de formation sur les troubles du neurodéveloppement, il n'y en a aucune. Aussi bien les TSA, le TDAH, les troubles des apprentissages, et c'est dommage que les professeurs ne soient pas formés sur ce sujet, parce qu'en fait, ce n'est pas de leur faute. Eh bien, c'est l'occasion de créer une formation. C'est ça, c'est ça. C'est en projet, c'est en projet. C'est en projet, magnifique. Je te souhaite beaucoup de succès sur ce projet. Merci. Merci. Et donc ça, c'est important parce que malheureusement, les enfants se font peut-être renvoyer de l'école. L'année d'après, la direction ne les veut plus. Et toi, tu dois t'occuper de coacher les parents pour qu'ils gèrent cette situation. Mais alors, c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard par rapport à ce trouble. Au Canada, aux États-Unis, en Israël, ça n'a rien à voir. Il y a des écoles avec des spécialisées là-dedans, en mouvement. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, en France, ça commence un petit peu des écoles où en fait, ça bouge. C'est-à-dire que tu peux te déplacer et bouger parce que même David Lefrançois, quand on a fait la formation... oui, bien sûr, il faut bouger. C'est ça. En fait, en bougeant, moi, mes enfants, mon fils en particulier, il apprenait ses poésies en faisant le poirier. Il bougeait. Ça n'empêche pas d'apprendre. Mais c'est vrai que quand tu dois rester assis en France toute la journée sur un fauteuil alors que tu as envie de bouger, c'est compliqué. Même pas sur un fauteuil, sur une chaise très inconfortable, en bois. Voilà. Et l'enfant, il a besoin de bouger, il a besoin de... on le voit d'ailleurs, même dans les instituts talmudiques, les gens sont tout le temps en mouvement, en train de bouger, en train de crier, en train d'être là parce que on apprend beaucoup mieux en faisant les 100 pas, par exemple. Ça rentre beaucoup plus facilement dans le cerveau. Mais bon, donc on est loin en France de pouvoir sortir du cadre dans lequel on s'est fixé depuis des centaines d'années. Et on bouge jamais. Voilà, c'est ça. C'est en train, là, mais ça bouge doucement. C'est pas facile. Ça n'a pas d'escargot. Pour revenir donc sur ta spécialisation, qui est donc de coacher les parents, quelle est ton approche? Comment tu adresses ça? Et qu'est-ce qui concrètement, comment ça se passe, donc le avant et le après, et combien de temps? Alors, c'est des programmes qui peuvent... Le programme Barquet, ça peut durer... c'est sur 5 mois, puisque c'est espacé... Il y a 10 modules, c'est espacé de 2 semaines. Donc, c'est à peu près sur 5 mois. Le deuxième, c'est des situations plus d'urgence. Donc, c'est plus sur 3 mois. Maintenant, c'est vrai que je me suis formée aussi au coaching des adultes classiques et TDAH, parce que comme il y a de l'hérédité, souvent, il y a des parents qui viennent me voir qui sont aussi TDAH. Oui. Donc, quand j'ai terminé la formation à l'INA, je coachais des adultes TDAH parce que je savais le faire avec des outils du coaching classique, mais je trouvais que c'était pas super adapté, pas tous en tout cas. Tout ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai fait une formation spécifique qui vient des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, au Canada, etc., le TDAH, ça fait très longtemps qu'on en parle. Et donc, on accompagne les adultes TDAH. En fait, c'est rentré dans les mœurs. En France, moins. Donc, c'est des formations qui sont plus axés sur le renforcement positif. D'ailleurs, tous les programmes de guidance parentale, c'est ça, c'est du renforcement positif, parce que les enfants, les adultes TDAH ont un circuit de la récompense raccourci. Ça veut dire que tout ce qui est à long terme, c'est pas super excitant. Il faut de l'adrénaline, etc. Alors, explique un peu ça, ce que ça veut dire, parce que tu parles chinois. D'accord. Pour certaines personnes, donc le circuit, la récompense raccourcie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que neurologiquement, tout ce qui est récompense à long terme, par exemple, tu as un enfant qui doit faire un exposé, donc tu lui demandes de commencer à préparer son exposé, mais lui, ça ne l'intéresse pas, parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt de faire un exposé? Est-ce qu'il y a une récompense immédiate? Est-ce qu'il va avoir quelque chose de positif? Non, parce qu'en fait, l'exposé, il est à faire dans 2 semaines. Donc, ce qui provoque des addictions aux jeux vidéo, aux écrans, parce que les enfants, les adultes TDAH, il faut qu'il y ait un bénéfice immédiat. Voilà. C'est pour ça que je disais un circuit de la récompense raccourci. S'il n'y a pas de bénéfice immédiat, c'est hyper compliqué de se mettre au travail. Donc, d'autant plus que les adultes TDAH, ils ont un mode de fonctionnement différent.
Ça veut dire, souvent, ils entendent qu'ils sont paresseux, qu'ils manquent de motivation, beaucoup de choses comme ça, qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, oui, puisqu'ils ont un problème au niveau des fonctions exécutives, et aussi un problème de motivation, parce que le TDAH, c'est aussi un problème de manque de motivation. À cause du circuit de la récompense, c'est ça? Aussi, parce que comme il n'y a pas la récompense immédiate ou à long terme, enfin, donc ils ne sont pas motivés, parce que ce qui va motiver, c'est ils ont l'enveloppe à la fin du mois, mais ils n'ont pas cette enveloppe au jour le jour. C'est ça, c'est-à-dire que si ça intéresse, c'est plus facile, mais alors si ça intéresse pas, c'est hyper compliqué, hein, même pour les adultes. Hein. Donc en fait, la différence entre les deux, alors moi je me suis formée au coaching des adultes TDAH, mais si je n'avais pas été formée au coaching classique, j'aurais pas pu. Parce que là, je vois la subtilité. C'est ça, en fait, c'est les bases. Donc, le coaching des adultes TDAH, c'est plus renforcement positif, leur expliquer leur mode de fonctionnement. Parce que si tu connais pas ton mode de fonctionnement, tu penses que tu n'es pas logique, tu penses que... J'entends souvent, je suis bête. Pourquoi la fille qui travaille avec moi, elle arrive à s'organiser et moi, j'y arrive pas. Donc, c'est un coaching plus enveloppant, basé sur du renforcement positif. Pourquoi tu as besoin de passer à l'action? C'est quoi tes motivations? C'est quoi tes sources de motivation? Mettre en place des choses pour l'organisation. Parce que, alors, tout ce qui est organisation, prioriser, gérer son temps, gérer ses émotions aussi. C'est compliqué tout ça. Il y a beaucoup d'anxiété. Donc, par exemple, des gens qui perdent leurs affaires, qui arrivent en retard à leur rendez-vous. Donc, c'est plus cadré, mettre en place des routines pour qu'ils comprennent leur mode de fonctionnement. Parce que, encore hier, à cette journée de sensibilisation, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire j'aimerais bien guérir du TDAH. Mais le TDAH, en fait, c'est pas une maladie, c'est un trouble. Donc, c'est pas que ça se guérit, c'est chronique. Mais on peut mettre des choses en place pour... je vois ma fille qui a 23 ans qui est TDA. Elle m'a dit récemment, je pense que je suis plus TDA. Parce qu'en fait, on a tellement mis de choses en place que les symptômes sont partis parce que tout est cadré, organisé, parce que ça fait longtemps que je le sais et que je l'ai aidé. Et si tu veux, si les parents aident quand les enfants sont jeunes, ils comprennent leurs troubles et ils mettent ça en place pour l'âge adulte, en fait. C'est ça, c'est un vrai investissement des parents, en fait. C'est sûr. Un investissement en temps énorme. C'est ça. D'ailleurs... Il ne faut pas lâcher prise là-dessus. Ouais, ça, c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher prise. Et d'ailleurs, des études ont prouvé que plus les parents aident, plus les enfants réussissent à l'école. Après, oui, c'est sûr que c'est une aide de tous les instants. C'est-à-dire, quand ils sont jeunes, il faut toujours être derrière, même si on nous le reproche. Mais si on n'est pas derrière et que c'est compliqué pour eux, l'organisation, après, à l'âge adulte, c'est compliqué. Tandis que si on les aide jeunes, après, ils comprennent leur mode de fonctionnement. Et c'est en ça aussi que le coaching des adultes TDAH est aidant. Parce que si tu ne comprends pas ton mode de fonctionnement, c'est compliqué d'avancer. Oui, c'est exactement ça. Mais donc, et ce trouble de l'attention, par exemple, pour parler de ta fille, elle a moins le trouble de l'attention ou elle l'a, mais elle gère? Alors, elle l'a, mais elle gère. Mais c'est-à-dire que elle me dit, je vois plus j'ai plus l'impression que je suis TDAH, mais en fait, on le sait puisque pendant les vacances, comme il y a un peu de lâcher pendant les vacances, voilà, c'est ça. C'est en fait des méthodes, comment dire, de l'accommodation à tel point qu'à la fin, ça peut disparaître. Alors, dans certains cas, ça s'atténue, etc., à l'adolescence. Mais parce que comme j'ai été derrière et je lui ai expliqué, on a mis en place des choses pour pas qu'elle... Parce que quand elle était plus jeune, elle perdait ses affaires, son portefeuille, ses clés, tout. Et je savais pas au début qu'elle avait un TDA. Elle l'a su à 20 ans. Donc, le fait de mettre des choses en place, ça aide pour la vie future, finalement. C'est ça, pour pouvoir bien se cadrer. En fait, quand on prend des nouvelles habitudes, ces nouvelles habitudes, elles créent des schémas neuronaux, pour parler de neurosciences, dans le cerveau, qui vont créer une nouvelle nature de la personne, puisqu'elle va devenir naturellement comme cela, puisqu'elle s'est tellement habituée, ça rentre dans l'inconscient. C'est ça. Après, il y a des choses qui sont qu'on peut pas modifier. Par exemple, quand tu parles avec quelqu'un qui a un TDAH et que tu lui racontes plein de choses, bon, à un moment donné, ça peut pas se modifier. Si ça c'est pas intéressant, tu vas le perdre en cours de route. Ou alors, je sais que ma fille m'a dit, quand tu me demandes de faire quelque chose, ne me demande pas plus de 2 choses. Sinon, je vais oublier la moitié, je le sais.
Donc voilà. Mais ça, c'est des choses que n'importe qui, qu'une autre personne aussi. Si tu demandes trop de choses, voilà, en cours de route, elle se perd. Tu vas la saturer. Voilà, c'est ça. Et donc, la formation que tu as suivie, c'est la Neurodiff formation, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai suivi Neurodiff formation. C'était notre formateur, en fait, avait fait différentes formations aux États-Unis, et c'est une des premières formations qu'on a fait, qui existe en France pour le coaching des adultes TDAH. Et donc, il y a même des outils que j'utilise pour du coaching classique. Tellement c'est fin, en fait, c'est sur la finesse. Et ça m'est arrivé, voilà, d'en utiliser parce que j'utilise les deux. Je mixe, on va dire, les deux. Bien sûr. Tu crées ta propre... Voilà, c'est ça. Par rapport à ta propre personnalité, c'est normal. C'est ça. Un exemple d'outil, par exemple? Alors, il y a un outil que j'adore. C'est le modèle I, en anglais jeu. Okay. En fait, quand tu as une personne en face I de en toi... français, ça fait mal, oui. Voilà. Qui, en fait... le formateur l'avait utilisé sur moi quand je procrastinais, parce qu'il y a aussi beaucoup de procrastination dans le TDAH. Je procrastinais à faire mon site internet. Et en fait, il avait fait une démonstration devant tout le monde. Et l'outil, en fait, c'est de dire quel est ton intérêt. En fait, quel est ton intérêt de se faire ce site internet, par exemple? Donc, en fait, tu te poses, tu réfléchis, tu te dis, mais ouais, c'est quoi mon intérêt? En fait, c'est que je passerai moins de temps à expliquer aux clients, c'est ci, ça. Ok, mais alors, c'est ça ton intérêt. Du coup, tu vas être moins stressé par rapport à ce que tu vas devoir écrire. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le fait de voir son intérêt, tu vois ta source de motivation. Et en fait, c'est magique, ce truc. C'est à chaque fois que je le fais, en fait, c'est efficace. Et la personne dit, ouais, en fait, mon intérêt, c'est ça. Ok, donc si, ça. Donc, ok, je vais le faire. Et ouais, c'est très efficace. Ce sont les questions qui sont très, très ciblées, comme on a vu aussi dans notre formation. C'est des questions qui ont pratiquement été mis sous IRM pour voir les réactions du cerveau par rapport à ça et comment la personne réagit quand on lui pose ces questions. Exactement. Et c'est aussi, à part ça, le coaching des adultes TDAH, c'est pas du tout... la différence entre les deux, c'est que dans le coaching des adultes TDAH, il n'y a pas de pression. Parce qu'en fait, la pression, c'est une barrière à la concentration. C'est-à-dire, tu mets la pression à un adulte ou à un enfant TDAH, c'est mort. C'est foutu. Impossible de se concentrer. C'est ça. Donc, pas de pression. Plus, c'est bien du renforcement positif. Et on arrive, bien sûr, aux mêmes objectifs, mais pas de pression. Et plus, comprendre son mode de fonctionnement. Je me rappelle, il y avait une question que je posais dans mes coachings classiques, que j'ai arrêté de poser, que je pose plus non plus. C'est qu'est-ce que tu as fait de bien, et pourquoi tu n'as pas donné suite à cette... J'ai arrêté de le faire, ça. Et comment tu ferais pour passer au niveau supérieur Voilà, c'est ça. Ça, oui, mais du coup, qu'est-ce que tu as... Depuis la dernière séance, qu'est-ce que tu n'as pas fait et pourquoi? En fait, je trouve ça très... C'est un peu anxiogène. Oui. Du coup, tu te dis, ah ouais, j'ai pas fait ça, et peut-être que... C'est culpabilisant. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il ne faut pas culpabiliser le TDAH, c'est ça? Ben non, parce que déjà, c'est assez compliqué. Si en plus, on le culpabilise, c'est trop. C'est ça. Donc, l'accompagnement, donc après l'accompagnement, une fois que c'est fait, les parents sont comment? Ils sont mieux. Alors, le but aussi, c'est de sortir du burn-out parental. Oui, c'est ça, parce qu'il y a ce burn-out qui les fiche en l'air complètement. Je les trouve mieux. En général, ils me disent que voilà, j'ai repris le yoga, j'ai repris le sport. Ils sont contents, ils se sentent mieux. Quant aux adultes, comprennent mieux leur mode de fonctionnement. Ils acceptent qu'ils ne peuvent pas s'organiser comme les autres, mais que ce n'est pas grave. Parce que ce qui est important de dire aussi, parce que je ne l'ai pas assez dit, là, je vais le répéter, en fait, le TDAH, il y a beaucoup de qualités aussi. Voilà. Alors, on y va pour les qualités, c'est très important, ça. C'est-à-dire, en général, il y a aussi de l'hypersensibilité, parce que j'ai vu d'ailleurs que je vais regarder une émission que tu as... Enfin, ça, je vais la regarder. Okay. Il y a de l'hypersensibilité. C'est des gens, comme il y a ce côté impulsif, ils n'ont pas peur du risque, donc ils y vont. Alors, pour les entrepreneurs, c'est top. Ils sont intelligents, ils sont perspicaces, ils ont un côté, une intelligence émotionnelle plus développée que les autres. Donc, il n'y a pas que des... Parce qu'on parle beaucoup des défauts. Des aspects négatifs. Voilà, mais aussi, il y a beaucoup de choses positives. Donc, c'est pour ça que c'est important de réussir à canaliser tout ça pour développer son potentiel. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur ça parce que je trouve ça très intéressant. Il y avait une psychopédagogue dans le livre TDAH chez les ados
qui avait comparé les enfants et les ados. Bon, moi, je rajoute les adultes. Ceux qui n'avaient pas de trouble, elle avait comparé ça à des fruits, en fait. Quelqu'un qui n'a pas de trouble, elle avait comparé ça à une orange. Et quelqu'un qui a des fruits, qui a des troubles, à une pomme. Donc, en fait, quand tu n'as pas de trouble, tu prends une orange, tu la presses, ça fait un super jeu. Par contre, si tu veux presser la pomme, tu peux pas. Donc, tu vas devoir ruser et trouver une autre technique, parce que le jus de pomme, c'est très bon aussi, mais c'est pas de la même façon que tu peux l'obtenir. C'est ça. Donc en fait, tu peux sortir le positif de chaque chose, mais ça dépend de la technique que tu vas utiliser et de l'outil que tu vas utiliser. Et tu peux pas t'acharner à utiliser une technique qui fonctionne pas avec un enfant ou un adulte qui a un mode de fonctionnement différent. Donc le tout, c'est de comprendre son mode de fonctionnement parce que aussi bien les adultes TDAH que les adultes qui ne le sont pas, je pense qu'on a tous un potentiel et c'est important de trouver la bonne technique pour savoir l'exploiter. C'est aussi ma mission. Tout à fait. Et est-ce que ta mission, c'est de tester si quelqu'un est TDAH ? Comment ça se passe, le diagnostic ? Le diagnostic. Alors, je l'ai fait une fois à un ami à moi, mais c'est pas ma vocation. J'ai les outils pour le faire, mais c'est les psychiatres qui font ça. C'est-à-dire qu'il faut aller voir un psychiatre. Quand je suis allée voir un psychiatre, elle m'a testé. On a fait 2 visites, elle m'a testé, elle m'a dit non, vous n'êtes pas TDAH. Soit elle te le teste directement, soit elle t'envoie faire un complément de test chez un neuropsychologue. Alors c'est quoi les tests ? Je ne saurais pas te le dire parce que moi, elle n'a pas eu besoin de le faire avec moi, mais c'est des tests, différents genres de tests, si elle n'est pas sûre. Je ne pourrais pas te le dire, c'est une batterie de tests qu'on va faire chez un neuropsychologue pour avoir un peu plus d'approfondissement quand il y a des doutes. Et après, tu reviens avec les tests et c'est le psychiatre qui fait le diagnostic. C'est pas les psychologues ni moi. Moi, je l'ai fait une fois à un ami à moi. Ça a duré, c'est long les tests. Ça a duré. Enfin, moi, comme je ne m'y connaissais pas, c'était la première fois que je le faisais. Donc, c'est beaucoup de questions. Et en fait, si moi, je le fais, c'est pour la personne lui dire « Je pense que tu es TDAH. Vas-y, maintenant, va voir un psychiatre et fais-toi diagnostiquer. » Tu vois, si je le fais, c'est plus dans ce sens pour l'aider, pour le mettre sur la piste. Mais c'est vrai que les personnes qui viennent me voir, il y a 5-6 questions à poser. Si la personne me dit « je suis désorganisée, je perds mes affaires, j'ai pas la notion du temps. Quand je suis au cinéma, je regarde, j'arrive pas à rester en place. » Je m'en rends compte assez facilement. Et là, je l'oriente vers un psychiatre si elle veut le savoir. Il y a des personnes qui... Ça leur est égal. Ils pensent qu'ils le sont, mais ils n'ont pas forcément envie de le savoir parce qu'ils ne veulent pas forcément prendre de la médication. Donc, dans ces cas-là, je fais un coaching moitié classique, moitié TDAH. Et eux, s'ils ont envie de le savoir, ils font un diagnostic plus poussé. Oui, après. Et pour les enfants, le test est différent, je suppose. Oui, il est différent. Pour les enfants, c'est pareil. On commence par aller voir un psychiatre qui automatiquement donne le test à faire chez un neuropsychologue. Et là, je peux t'en parler parce que je l'ai fait pour mes enfants. C'est un WISC-5, ça s'appelle. C'est un test d'intelligence et un autre test qui s'appelle un test de concentration où, en fait, j'ai assisté ma fille à faire, en fait, et on te demande de te concentrer sur plein de choses en te mettant des bruits. Bon, du coup, ça reste compliqué quand même, hein, oui. Des klaxons, etc. Et aussi, on teste la mémoire de travail, parce que souvent, c'est compliqué. Et après, avec les résultats, on va chez le psychiatre qui fait un diagnostic. Et l'intérêt pour les enfants, c'est que tu peux avoir du temps supplémentaire, c'est que tu peux avoir du tiers-temps pour le bac, pour les études supérieures, etc. Bien sûr. Et puis aussi, tu peux comprendre plein de choses. Et puis tu peux le dire aux professeurs aussi et aux enseignants, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, les enfants peuvent comprendre que, en fait, ils sont pas désorganisés pour rien, c'est qu'ils ont un trouble, en fait. Donc ils sont pas ni bêtes ni moins intelligents, juste ils ont un trouble. C'est très important, ça, très d'être rassuré et d'être bien dans sa peau et dans sa tête aussi. Bien sûr, bien sûr. Magali, on arrive bientôt à la fin de cette émission passionnante et vraiment très intéressante, qui va permettre, j'espère, d'aider beaucoup et de comprendre beaucoup mieux les gens qui sont dans ce trouble et les parents qui en souffrent. Alors, Magali, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te contacter pour justement prendre rendez-vous avec toi, pour être aidé? Alors, c'est ton fameux site internet, finalement. Alors, oui, il est fait, ça y est, voilà. Ça y est, dans une semaine, il sort. Voilà, bon, alors, il y a mon site internet. Après, j'ai une page sur Instagram où je communique beaucoup. Très bien. Sur le trouble, qui s'appelle TDAH et compagnie. Et après, voilà, je suis à Paris dans le 16e. Et je suis aussi sur Facebook, sur LinkedIn, Magali c'est Mama, mais surtout TDAH et compagnie, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me demandent sur ma page perso, mais il n'y a rien d'intéressant sur ma page perso. C'est plus sur TDAH et compagnie. Ouais. Très bien. De toute façon, si les gens sont intéressés et qu'ils peuvent aussi me contacter, je leur communiquerai tes coordonnées avec plaisir. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Et merci à Francky, à la technique également. Et puis je vous rappelle que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, elle sera retransmise sur YouTube également.
Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib quand vous le voulez. Merci beaucoup, Shlomi, de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce domaine qui me passionne. Merci beaucoup, Magali. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.